mention la soutenance par la présentation du travail de thèse. Très bien, merci beaucoup et allons-y alors. Merci à tous d'être réunis ici aujourd'hui. Merci à vous les membres du jury, mais merci également à toutes les personnes qui suivent cette soutenance à distance dans des conditions un peu particulières, mais qui, je l'espère aujourd'hui, ne nous empêchent pas de nous retrouver par ailleurs. Alors, pour débuter cet après-midi, je vous propose effectivement un regard sur mon travail de thèse réalisée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et au sein des deux laboratoires, l'ADIS et Silva, réalisée sous la codirection de Laurent Simon et de Myriam Fournier. Et je vous propose de nous intéresser au moment où, comme je le dis ici, finalement, la filière sort du bois, ou plus exactement aux nouvelles dynamiques territoriales, à la fois des ressources, mais aussi des proximités dans le cas du secteur forêt-bois. Alors simplement pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, et notamment d'où je parle, je suis à l'origine ingénieur forestier, et plutôt, après des détours en recherche, notamment par l'écologie et l'économie, j'ai finalement rejoint la géographie pour traiter ces questions construites au fur et à mesure de mon parcours et que je partage avec vous aujourd'hui. Alors, je vous propose une entrée en matière forestière pour entrer un petit peu dans le petit monde de la forêt et du bois. Alors, plusieurs éléments sont à distinguer si on adopte une posture classique, une vision classique de la filière. Le premier, ce serait la forêt, la ressource forestière et les activités qui y sont liées, gestion, exploitation par exemple. Puis il y a une étape de première transformation que vous avez ici en bleu et en violet, avec notamment une première phase de tri des bois et de discrimination en fonction de leur qualité et de leur usage, puis la transformation à proprement parler, qui aboutit à la réalisation de différents produits plus ou moins finis, comme des boissiers par exemple, des produits d'ingénierie, comme le lamellé-collé, ou des produits d'ameublement, des produits plus finis. Il y a aussi production de produits connexes de série, donc les sciures par exemple, ou les chutes de bois. Cet ensemble va constituer finalement une approche assez verticale et assez linéaire de la filière, qui va de l'amont à l'aval, qui constitue une chaîne de transformation-distribution. C'est quelque chose qui a été théorisé dès les années 50 par les économistes industriels notamment, qui ont théorisé ce fonctionnement de la filière et qui l'ont plutôt appréhendé sous un angle fonctionnaliste, comme un ensemble de flux et de stocks dont il s'agirait d'optimiser finalement le fonctionnement. D'autres ont aussi souligné l'importance du contrôle de ces flux pour le contrôle des différents maillons de la chaîne. Alors, une autre approche a été utilisée, par exemple une approche statistique, comme c'est le cas en France avec l'INSEE, qui permet de catégoriser l'appareil productif et par exemple de suivre et de mettre en œuvre des politiques à la fois forestières et industrielles. Il y a aussi de nombreux usages qui cohabitent et qui confèrent à cette filière un caractère désagrégeant. C'est par exemple ce qu'on observe aujourd'hui avec la montée en puissance du bois énergie ou la redécouverte, d'une certaine façon, du bois chimique. Alors pour continuer un petit peu cette mise en perspective, la forêt et le secteur forestier en Europe, c'est 3 millions d'emplois. En France, c'est 450 000 en comptant large. Malgré ces enjeux importants, c'est un secteur qui est resté relativement en marge des principales démarches stratégiques au niveau européen et au niveau national, même si cette tendance a un petit peu, aujourd'hui, tendance justement à s'inverser, avec notamment l'inscription du secteur dans les stratégies européennes de développement, par exemple, qui affirme le rôle du secteur dans le développement et l'économie rurale, mais également qui positionne à l'avant-garde sur des questions de développement et de déploiement de la bioéconomie ou de l'économie circulaire, par exemple. C'est aussi un secteur qui a de plus en plus tendance à se territorialiser, même si cela se traduit par l'existence de tensions entre niveaux nationaux et niveaux régionaux, par exemple. Néanmoins, cette territorialisation, elle est effective, notamment à travers les différentes politiques de décentralisation qui ont contribué à conférer aux régions et aux niveaux infrarégionaux de plus en plus de leviers d'action sur le territoire. Alors, la forêt et les produits forestiers sont aussi au centre de nombreux débats actuellement, qui interrogent à la fois les modes de production, par exemple la gestion forestière, la sylviculture, la conservation des habitats, mais également des modes de consommation avec l'utilisation du bois dans la construction, pour l'énergie, pour la valorisation des services écosystémiques. Et tout ça se fait dans un contexte de forte pression environnementale liée au changement climatique, par exemple, mais aussi de plus en plus économique et politique. Malgré ces enjeux, la recherche s'est relativement marginalement intéressée à la question des articulations entre filières et territoires. Alors bien sûr, des travaux importants existent, notamment de la part de géographes, qui mettent en avant l'importance du secteur pour le développement et l'économie des territoires ruraux, et de plus en plus urbains également, ou d'autres travaux qui ont montré que l'approche de l'innovation dans le secteur forestier devait être menée de manière un petit peu spécifique, plus sur le versant organisationnel et institutionnel que par exemple fondamentalement technique. Alors, il y a aussi des travaux qui ont montré, par exemple, en Scandinavie, en Autriche ou au Royaume-Uni, la contribution de la foresterie au développement territorial, mais la réciproque a été assez peu finalement étudiée.
et a occupé une place, la forêt a occupé une place relativement marginale finalement, par exemple, dans les travaux en sciences régionales. Alors, la forêt et la filière apparaissent au centre d'enjeux qui sont finalement très territoriaux et qui permettent, qui ont reçu assez peu d'importance, en tout cas d'attention de la part des recherches pour à la fois accompagner ces changements, mais aussi pour les comprendre. Et à partir de là, on peut s'interroger si finalement filière et territoire ne seraient pas incompatibles ou orthogonaux. Et je vous propose d'inscrire finalement ce travail de recherche dans ce débat et sur cette question en particulier. Je vous propose pour ça de l'étudier à travers la question que je vous pose ici, et de savoir dans quelle mesure et sous quelle forme vont se manifester les nouvelles logiques territoriales qu'on vient de voir au sein du secteur forêt-bois. Alors on peut la décliner en 3 sous-questions. La première qui a trait au mode de coordination, et notamment au fait de savoir si le réinvestissement des territoires, comme on l'a vu, va être à l'origine de nouveaux modes de coordination, notamment basés sur des logiques de proximité. On peut aussi se poser une question sur les ressources, notamment de savoir si les attentes nouvelles qui pèsent sur les systèmes de consommation et de production vont avoir tendance ou pouvoir mener à une recaractérisation ou à une révélation de nouvelles ressources. Et enfin, on peut se poser la question de savoir si ces articulations qu'on va mettre en œuvre peuvent s'avérer être des ferments intéressants pour le portage de projets alternatifs de transition dans un cadre de recherche d'une durabilité renforcée. Alors pour étudier ces questions, je me suis placé sur 2 piliers conceptuels principaux pour étudier les articulations filière-territoire. Le premier plutôt ayant trait au système d'acteurs et l'autre plutôt au système de production. Alors d'une part, c'est ce qu'on a sur la gauche, on a ce que j'appelle ici l'espace des acteurs, qui va plutôt emprunter à la géographie sociale, à la géographie culturelle ou politique, et qui va souligner la dimension socialement construite de l'espace. Ça va faire du territoire à la fois un repère identitaire, mais aussi et surtout finalement une modalité d'action pour les acteurs, pour porter un projet, pour s'opposer à un projet, et pour construire une altérité entre ce qui va être identifié comme l'intérieur du territoire et l'extérieur. Donc ce qu'on va appeler territoire ici, c'est bien un espace qui va être socialement construit par les acteurs, par le jeu des coordinations, de leur représentation et des projets qu'ils vont porter. D'autre part, on a ce que j'appelle ici l'espace productif et du développement, qui va plutôt emprunter à l'économie institutionnelle et à l'économie territoriale, et qui va stipuler ou affirmer le rôle de l'espace comme étant plutôt un actif dans la production, plutôt qu'un simple support des activités, et ça va se traduire par un encastrement fort du développement de l'appareil productif dans la sphère sociale et territoriale. Donc avec ce cadre général, on a quelque chose qui nous permet à la fois de comprendre finalement les ressorts des actions collectives et aussi l'organisation socio-spatiale de la production, donc quelque chose a priori propice à l'étude des interactions filière-territoire. D'un point de vue plus concret, plus opérationnel, je vous propose ici un cadre analytique qui repose lui aussi sur 2 piliers. Le premier, c'est l'approche par les proximités. L'approche par les proximités s'intéresse notamment à la dimension spatiale et relationnelle des modes de coordination entre les acteurs, entre les structures et aux effets qu'ils induisent. Et on se passe plutôt ici dans une approche dite de l'école française des proximités, qui va identifier 2 grandes familles. D'une part, la proximité géographique, qui va caractériser la distance entre des acteurs ou entre des structures, et qui va être, par exemple, quantifiable, mesurable, mais aussi relative, par exemple pondérée par le temps de déplacement ou les moyens de transport. Cette proximité géographique elle va être soit recherchée, dans le cas où elle produit des effets bénéfiques, ou subie, et elle peut être temporaire, dans le cas d'une coprésence ponctuelle, d'une rencontre ponctuelle, ou plus permanente lors de la colocalisation, par exemple, effective des activités. Alors, on va retenir finalement de cette approche par les proximités qu'elles sont un élément essentiel pour le développement territorial et qu'elles vont notamment permettre la mise en œuvre de formes de gouvernance spécifiques, qu'elles vont pouvoir porter une concertation ou qu'elles vont être la clé de la résolution de certains conflits. L'autre approche sur laquelle je vous propose de nous reposer ici, c'est une approche dite par les ressources, une approche plutôt constructiviste et relationnelle, qui va elle aussi emprunter à l'économie institutionnelle, et qui va aussi présenter des affiliations avec la géographie des ressources de Baker, par exemple, ou des approches plus politiques comme celle de Rappostin. Et très concrètement, je me place ici dans la suite des travaux de Leila Kebir et de ses co-auteurs, qui appréhendent la ressource finalement comme un potentiel à activer suite à l'identification d'un usage potentiel dans un objet via l'utilisation d'un système de production. Alors plus concrètement, ce que ça va donner, c'est que par exemple un arbre va être un arbre jusqu'à ce qu'il soit identifié par un système de production de manière à pouvoir faire ressource. Par exemple, ça va se traduire dans le cas du bois par l'utilisation de ce bois soit en construction, soit pour l'énergie,
ou par la valorisation des co-bénéfices liés aux écosystèmes forestiers. Alors cette ressource, elle va également pouvoir être spécifiée, c'est ce qu'on a avec la littérature autour des ressources territoriales, qui vise à associer les attributs de cette ressource pour lui permettre de se différencier sur un marché, par exemple, devenu trop compétitif pour pouvoir être géré en termes de facteurs de production. Enfin, l'approche par les ressources, elle nous permet aussi de questionner la question de la construction de la valeur, notamment en associant à la fois les systèmes de consommation et de production. Ce qu'on retient, c'est que les ressources sont finalement avant tout des leviers d'action aux mains des acteurs pour porter des projets. Alors, voyons voir comment cela se traduit sur le terrain. Et pour ça, je vous propose de vous emmener sur mon terrain. Donc, allons dans l'est de la France, et plus particulièrement sur les deux massifs des Vosges et du Jura. Alors, ce sont deux zones qui sont principalement rurales, mais néanmoins densément peuplées, et qui vont se spécifier sur le plan forestier, notamment par la présence importante d'essences résineuses, comme le sapin ou l'épicéa, mais également par l'existence d'un tissu industriel relativement dense et ancien. Alors, j'ai mené une enquête de terrain de 2016 à 2019, notamment en me basant sur des entretiens semi-directifs, c'est-à-dire d'acteurs, que vous voyez en rouge sur la carte de gauche, mais également sur des séances d'observation, notamment participantes, que vous voyez en bleu à gauche, qui m'ont permis finalement d'être au cœur du terrain et de pouvoir observer la filière en train de se faire. Alors pour les entretiens, je suis allé à la rencontre d'acteurs forestiers, mais aussi des chefs d'entreprise, notamment de la première transformation, des porteurs de projets au niveau territorial ou des acteurs institutionnels. Et j'ai essayé de rencontrer à la fois des gens très impliqués dans les réseaux connus, interprofessions, syndicats, que ceux qui s'en tiennent à l'écart, et d'essayer de comprendre justement ces différences de position. On y a évoqué les questions, leur approche des pratiques, leurs pratiques productives, leur rapport aux ressources, leur implication dans les projets collectifs, ce genre de sujet. Alors un autre point qu'on peut faire émerger en regardant les cartes de gauche, c'est l'existence de trois pôles principaux qui structurent un petit peu la filière sur ce territoire. Ce sont Nancy, Épinal et Besançon, qui sont des lieux intermédiaires qui vont concentrer à la fois pouvoir et coordination, avec des sièges sociaux, les interprofessions notamment, mais aussi la connaissance avec la présence d'établissements de formation ou de recherche notamment. Alors je vous propose un déroulé en 4 étapes. Un premier arrêt finalement qui consistera à déconstruire la filière, à proposer une définition alternative sur une base territoriale, au vu des résultats que j'ai pu avoir. On s'intéressera ensuite dans ce cadre-là sur les dynamiques filière-territoire qui existent, comment ces projets émergent et à quoi ils mènent. Enfin, je vous propose un arrêt plus bref sur la question de la création de la valeur, notamment l'intégration du territoire dans ce processus, à travers la question de la labellisation des produits bois. Et je vous propose, pour le terminus, de revenir sur les principaux résultats clés qui ressortent de ce travail. Alors, pour la première étape, l'objectif que je m'étais fixé, c'était de parvenir à une redéfinition de la filière et savoir justement comment il serait possible de la caractériser au niveau territorial. Donc ça a fait l'objet d'une publication dont je vous mets la référence ici. Et je me suis basé pour ça sur une série d'entretiens, sur une série de cas d'études, notamment issus de mes entretiens, mais également sur une recherche documentaire, principalement historique, pour essayer de reconstituer les différents processus de structuration de la filière sur le territoire. Alors il y a 3 éléments principaux qui en ressortent, que je vous propose ici. Le premier, c'est que faire filière va finalement se caractériser par la structure institutionnelle de ce secteur. C'est ce que j'ai souligné, par exemple, en montrant que, historiquement, au niveau territorial, c'est avant tout une question d'organisation sociale qui va primer pour structurer le secteur, bien avant les questions d'organisation politique ou d'organisation productive. D'ailleurs, c'est ce que confirme le travail que j'ai pu mener sur la question de la création des interprofessions dans les années 70-80 et de l'intense jeu d'acteurs qui va se dérouler à cette époque. Et tout ça met en évidence qu'on a donc une structuration d'abord collective qui va se faire sur la base d'intérêts partagés à un moment précis et donc de manière différenciée selon les régions. Le deuxième point important, c'est la structure des flux, à la fois de matière, flux financiers, flux de connaissances, dont la gestion et le contrôle va finalement constituer une clé de voûte importante pour ce système. C'est ce dont témoignent par exemple les enjeux forts aujourd'hui sur la connaissance et l'évaluation des flux, notamment de bois, avec les questions d'import et d'export, mais aussi les enjeux politiques et institutionnels forts qui existent et qui encadrent les modes de vente de bois. C'est par exemple ce que je mets en évidence avec la proposition d'alternatives qui ont été faites, notamment en Franche-Comté, sur les modes de vente en forêt publique, sur la question de la contractualisation, avec par exemple la proposition de contrat collectif en Franche-Comté, même si cette initiative, en l'occurrence, n'a pas abouti. Enfin, le troisième point que je souhaitais souligner, c'était que le fait de faire filière va aussi se retrouver dans les actions collectives qui sont conduites, à la fois pour l'identification des problèmes communs, comme par exemple les difficultés liées au renouvellement de la ressource forestière,
est un objet particulièrement fédérateur aujourd'hui, notamment par la peur que présentent certains acteurs d'une pénurie au niveau de la ressource. Et c'est aussi ce qui va se traduire par la mise en œuvre ou le déploiement d'alternatives qui vont être proposées de manière commune par les acteurs sur une base territoriale, et qui peuvent parfois s'inscrire à contre-pied des démarches existantes ou préexistantes. Et c'est ce que je montre avec les initiatives qui sont portées pour les fonds de reboisement, par exemple, privés ou public-privés. Donc finalement, en reprenant l'ensemble de ces éléments et en les repositionnant dans le contexte territorial de leur émergence, ce que je montre, c'est comment s'établissent des liens durables entre les collectifs d'acteurs, les structures, les institutions, et que la filière s'avère être beaucoup plus ancrée et encastrée dans le territoire que ne le laissait présager qu'on voyait au début. Donc la filière et le territoire sont finalement vraiment imbriqués, ils sont interdépendants, ils sont en coévolution, assez loin finalement de l'incompatibilité ou de l'orthogonalité qu'on avait pu mettre en évidence au départ. Et alors c'est sur cette base, je vous propose maintenant d'aller un petit peu plus en détail sur les dynamiques filière-territoire, notamment la manière dont ça se concrétise. Et plutôt que de balayer l'ensemble des cas, je vous propose de vous emmener dans les Vosges. Donc je vous mets la carte du département ici. Donc, les Vosges, c'est un département très structuré sur le plan de l'intercommunalité, avec 4 pays qu'on voit bien ici, qui sur le plan forestier va se distinguer par une zone est plutôt montagneuse dominée par le résineux, et une zone ouest, dans les plaines et les collines, plutôt dominée par le feuillu, avec notamment le chêne, mais aussi le hêtre. Les Vosges, c'est le premier département en termes de production de bois, avec 1,6 million de mètres cubes produits annuellement, ce qui va donner lieu au développement d'un tissu industriel relativement dense, allant de la petite PME artisanale jusqu'à la grande entreprise d'envergure internationale. Et ce système, depuis quelques années, il est fragilisé, notamment par l'occurrence d'événements climatiques extrêmes, comme par exemple la tempête Lothar de 99, dont les stigmates sont toujours présents en forêt aujourd'hui, mais également la sécheresse de 2003, ou plus récemment les dépérissements liés au changement climatique, ou la pullulation d'insectes ravageurs. Cette fragilisation, elle va induire, dans certains cas, une chute des cours du prix du bois. C'est par exemple ce qu'on a pu observer sur le hêtre depuis les années 2000. Et ça va être un élément important pour comprendre la suite de ce que nous allons voir. Enfin, dernier point, les Vosges se caractérisent aussi par l'existence de 3 grands pôles qui s'illustrent sur les questions de dynamique filière-territoire. Le premier autour du pays de la Déodacie, à l'est, mais aussi autour du cluster du meuble de Neufchâteau, dans l'ouest du département, et un troisième au centre, sur le pays d'Épinal-Cœur des Vosges, avec notamment 2 réalisations emblématiques sur lesquelles je vous propose de revenir. La première, c'est le cas de la Green Valley, qui démarre dans les années 80 avec l'installation sur le site de Golbey, à proximité d'Épinal, d'un géant papetier norvégien, Norske Skog, qui, depuis ce moment-là, va entretenir avec la collectivité, notamment avec la communauté d'agglomération d'Épinal-Golbey, des relations très intenses qui vont déboucher sur l'utilisation, le déploiement d'outils innovants et inédits dans ce contexte-là. Et par exemple, la création d'une société d'économie mixte qui va permettre de porter un projet de développement d'écosystèmes industriels, comme vous voyez sur la gauche, basé à la fois sur une logique d'économie circulaire et d'écologie territoriale. La Green Valley, aujourd'hui, elle va associer différents acteurs du secteur bois, fibre, mais également des acteurs plus distants, comme du secteur pharmaceutique, et les collectivités, dans une démarche à la fois symbiotique et en opérant un travail poussé sur la valorisation des ressources identifiées comme communes. L'autre point, c'est celui de Terre de Hêtre, qui est porté par le pôle d'équilibre territorial et rural d'Épinal. L'objectif est ici très différent, ça va être de promouvoir finalement l'utilisation des ressources locales, et notamment du hêtre, comme levier de développement territorial. Le projet, dans ce cas-là, il va aboutir à une recaractérisation technique poussée de la ressource en hêtre, notamment pour son utilisation en structure dans le bâtiment, mais aussi par la réalisation de bâtiments vitrines et donc d'une forte dimension démonstrative de ces projets. C'est les exemples que je vous remets ici, mais aussi une volonté de visibilisation par l'organisation de concours d'architecture internationaux, de colloques, ou l'établissement de relations avec des territoires distincts sur la base d'objectifs partagés. Alors si on regarde un petit peu dans le temps comment tout cela s'est construit, il y a 3 étapes principales qui ressortent de ces projets. La première, c'est que les acteurs vont identifier un problème productif lié à la durabilité du système de production. Donc, dans le cas de la Green Valley, ça va être la crise sur les papiers papetiers, la chute des cours de papier. Et dans le cas de Terre de Hêtre, ça va être la tempête Lothar qui va entraîner la ressource hêtre sur une dynamique d'épuisement. On a donc ensuite une phase de portage politique qui va se caractériser dans le cas de la Green Valley par la création d'une société d'économie mixte, puis d'une société de co-développement. Et dans le cas de Terre de Hêtre, une labellisation en PER pour porter un projet de filière territoire, la création du PETR et finalement la création du groupe d'action locale pour pouvoir candidater au projet leader. Enfin, la troisième étape est une étape de visibilisation,
qui va par exemple passer par l'octroi d'un prix de l'ADEME pour la Green Valley, donc qui va visibiliser ces initiatives, ou par finalement la création d'une forme de buzz local générée par les démonstrateurs, comme par exemple les Woodies sur le cas de Terre de Haie. Donc, ce travail fait aussi l'objet d'une publication par ailleurs, dont je vous remets également la référence ici. Alors ces dynamiques, elles ne sont pas spécifiques du cas du pays d'Épinal, elles sont aussi observées plus largement, et notamment sur mon terrain franc-comtois, et je vous propose de vous en dire un mot ici. C'est notamment ce que j'ai pu observer sur le cas du PNR du Haut-Jura, où finalement les dynamiques sont similaires, même si elles sont de nature un petit peu différente. Le PNR du Haut-Jura, il porte une vraie politique territoriale de filière, à la fois sur la conservation de la forêt et des paysages, mais également sur la mise en place de circuits courts, notamment, et la valorisation des ressources, notamment en bois. C'est ce qu'on a ici, par exemple, avec la réalisation du groupe scolaire de Jougne, que je vous mets sur la gauche, qui est un exemple parmi d'autres, ou des projets plus collaboratifs, comme la plateforme de stockage de bois énergie intercommunale de la Mouille dans le Haut-Jura, que vous avez sur la droite. Alors finalement, ce qui caractérise un petit peu ces dynamiques dans le Haut-Jura, ça va être l'implication des collectivités, finalement, dans un réseau de coopération dense, à la fois avec des acteurs régionaux, comme par exemple les interprofessions, les communes forestières, mais également les lycées professionnels, par exemple, et aussi avec des acteurs distants, comme par exemple avec le groupe d'action locale de l'Alto Bellunese en Italie, avec lequel des relations fortes vont exister. Ce travail d'activation des différents types de proximité, il est particulièrement essentiel dans le cas du Haut-Jura, qui reste un territoire relativement peu accessible. Alors finalement, s'il faut identifier les éléments principaux qui permettent d'élaborer cette trajectoire filière-territoire, j'en propose ici 3, que ces différents cas ont permis de mettre en évidence. Premièrement, la construction d'une alternative va dépendre de la mise en problématique d'une défaillance, soit avérée, soit supposée, du système de production. Et pour y faire face, les acteurs vont proposer une alternative de manière collective. La construction de la légitimité de cette alternative, elle va se faire sur une étape essentielle de démonstration qui va engendrer à la fois une forme de négociation sur les moyens qui sont mis en œuvre, mais également sur les valeurs qui sont mobilisées par les acteurs porteurs. Et enfin, le portage de l'alternative va aussi reposer souvent sur un travail de opérer sur les ressources qui peut aller jusqu'à une requalification et qui va aussi passer par la mise en place d'une forme de gouvernance spécifique dédiée aux problèmes identifiés. Le travail fait aussi l'objet d'une publication dont vous avez la référence. Je vous propose maintenant un dernier arrêt par l'étape de la création de la valeur notamment sur une base territoriale et de nous intéresser au cas de la labellisation. Alors, je vous propose d'appréhender ici la labellisation finalement comme un outil pratique, une clé de lecture des dynamiques filières territoires. Et je vous propose un petit retour historique sur ces développements au fil des années. Tout commence dans les années 1980 avec la mise en place de ce que j'appelle ici des standards de qualité, qui vont plutôt avoir pour but de certifier la conformité de la production à un cahier des charges plutôt technique, mais qui va aussi incorporer différents aspects, par exemple de l'image d'un massif en particulier ou d'un savoir-faire au niveau de la scierie. C'est ce qu'on a avec les marques de sciage, notamment Jura supérieur ou Sélection Vosges, que vous avez ici. Plus tard, au tournant des années 2000, on a l'apparition de ce qu'on appelle ici des labels territoriaux, plutôt portés par les collectivités, notamment par les communes forestières. La logique est un petit peu différente ici. L'objectif va être de favoriser l'utilisation du bois local et d'offrir un espace, finalement, de coordination pour les acteurs, donc de construction d'une proximité organisée sur une base revendiquée de proximité géographique. Enfin, un peu plus tardivement, bien qu'après de nombreuses années de négociations, sont apparus les AOC bois, notamment l'AOC bois de Chartreuse, mais aussi l'AOC bois du Jura, où dans ces cas-là, l'argumentaire territorial est beaucoup plus poussé, et fortement inscrit dans toutes les différentes étapes de production, depuis la sylviculture jusqu'à la mise en œuvre. Alors finalement, ces différentes actions se sont avérées être un terrain fertile pour initier une réflexion sur les processus de création de la valeur tout au long de la chaîne, et on s'est placé pour ça dans une perspective dite d'évaluation. C'est-à-dire, pour résumer, à la fois un processus croisé d'attachement consommatif, plutôt d'ordre affectif, et de spécification productive, plutôt d'ordre technique, qui vont permettre de comprendre comment, à chaque étape de la chaîne de valeur, vont se réaliser des étapes d'évaluation, finalement, qui vont ensemble concourir à la formation de la valeur finale. Alors, dans le cas de l'AOC, ça va se traduire, par exemple, par la prise en compte de valeurs qui sont associées
à une sylviculture traditionnelle et ancestrale, à des savoir-faire de transformation et de tri des bois aussi, historiques, mais aussi à des valeurs patrimoniales ou à des valeurs écologiques qui sont mobilisées à ces fins. Dans le cas des labels territoriaux, c'est différent, c'est plutôt la dimension responsabilité qui va être mise en avant, à la fois du côté du système de production, en forêt, en scierie, mais également avec le système de consommation, notamment l'implication des collectivités sur les démarches de proximité et de circuit. Enfin, ce cadre il ouvre aussi une fenêtre intéressante sur les possibilités d'opérer des bouclages de flux au niveau territorial, flux de matière, flux de connaissances ou flux financiers, encore une fois, notamment avec cette approche par l'évaluation, qui va nous permettre de comprendre comment se légitiment et comment sont portés les différents projets qui portent à la fois des démarches de circuit court et de traçabilité. Alors, ce travail est plus longuement détaillé dans l'article dont vous avez ici aussi la référence. Alors, je vous propose de terminer par une synthèse des principaux résultats clés. Donc, ceux-ci sont au nombre de 3. Je les reprends ici. Le premier, c'est que filière et territoire apparaissent finalement beaucoup plus comme des processus que comme des objets en soi, des processus qui sont dynamiques, non stabilisateurs par nature, qui sont aussi en coévolution et qui vont résulter de représentations qu'ont les acteurs de ces objets et des réponses qui peuvent apporter des contraintes soit ressenties, soit avérées sur leur système de production. Ils vont donc pour ça mettre en place les outils, les actions qu'on vient de voir. L'autre résultat clé, c'est que les collectivités territoriales jouent un rôle moteur dans le portage de ces initiatives, notamment avec les projets à l'interface filière-territoire, qui sont vraiment conçus comme des leviers de développement territorial et qui vont positionner les collectivités à la fois comme des acteurs pertinents et légitimes pour aider au portage et à l'élaboration de politiques sectorielles, notamment au niveau national, mais aussi au niveau infrarégional ou régional. Les collectivités vont aussi permettre d'engager un réel débat finalement sur la construction des valeurs qui sont associées à la ressource forestière, notamment de par leur position particulière, à la fois détentrice d'une partie de la ressource et utilisateur final ou consommateur de cette même ressource. Enfin, le territoire est aussi apparu comme un élément essentiel pour pouvoir bâtir et porter une alternative. C'est ce qui est apparu notamment à travers la forte dimension démonstrative qui ressort de l'ensemble des projets que j'ai pu mettre en évidence ici. Le territoire il va aussi être la base d'une revendication à la fois d'une autonomie de pensée, d'agir et d'être, par exemple pour les acteurs de la filière, qui peuvent ressentir un forçage extérieur avec lequel ils souhaitent s'inscrire en compte, par exemple. Et enfin, dans un cadre d'importance croissante de l'impératif écologique, il va justement appeler une transition plus large, le territoire apparaît comme vraiment le lieu pertinent pour le portage de ces initiatives et leur matérialisation. Pour faire un petit peu écho aux questions qu'on a pu poser au début, la première concernant les modes de coordination, on voit que ces modes de coordination, il y en a effectivement de nouveaux, et qui vont qui vont être de nature différente, qui vont répondre à des logiques elles aussi différentes. Soit des logiques d'opposition, de territoire contre, par exemple, là aussi contre un forçage extérieur perçu comme inadapté ou illégitime, ou alors des territoires de projet pour faire des propositions alternatives sur comment les choses pourraient fonctionner. Ces modes de coordination, ils sont en phase d'institutionnalisation et ils vont contribuer à conférer aux acteurs locaux de nouveaux leviers d'action pour agir à l'interface justement filière. L'autre point que nous avons interrogé, c'est la place des ressources dans ces processus. On a vu qu'elle était absolument centrale. Les ressources sont toujours à la fois à l'origine du problème identifié, mais vont être aussi bien souvent à l'origine de la solution qui va être proposée. Et en ça, elles vont être soit un facteur de difficulté, de discorde finalement, soit au contraire facteur de cohésion et d'ancrage lorsqu'elles sont mobilisées collectivement comme telles. Enfin, concernant la question de la transition à initier, c'est un petit peu tôt pour y répondre. Et même si l'ensemble de ces initiatives laisse plutôt penser qu'on pourrait à terme aboutir à une forme de déviation du régime dominant, il est encore un petit peu tôt pour le dire aujourd'hui. Je vous propose plutôt d'en faire un élément de perspective qui peuvent être de deux ordres. Premièrement, scientifique, où on peut par exemple penser que ce travail appelle un approfondissement de la question de la création de la valeur, notamment en lien avec les processus de construction territoriale, par exemple en empruntant à la philosophie pragmatiste ou au business model territoriaux. Puis, d'autre part, ça appelle à étudier peut-être plus en détail le rôle des alternatives dans les propositions de transition, et notamment le rôle de l'expérimentation. On a vu que la dimension démonstrative était très importante ici. Enfin, quelques perspectives opérationnelles. Ce travail peut contribuer d'une certaine manière à la compréhension des dynamiques de développement sectoriel et territorial en milieu rural. Alors bien sûr, en complément des nombreux autres travaux qui existent, notamment dans le secteur agricole. Et enfin, il propose d'être attentif aux propositions
peuvent être portés par des territoires dits créatifs, par les collectivités, à la fois pour porter des projets de territoire de développement dans une plus grande autonomie, mais aussi dans une plus grande diversité pour favoriser une forme de résilience dans un contexte de plus en plus marqué par une forte incertitude, notamment liée au changement climatique. Je vous remets ici la liste des principales contributions ici de cette thèse, et je termine simplement par quelques remerciements, notamment pour le LabEx Arbre, qui a permis de financer le terrain de cette thèse. Le ministère